il est dans l'intérêt de nous, les Africains, en fait. Il est dans l'intérêt des peuples de la région des Grands Lacs. Il est dans l'intérêt du peuple congolais aujourd'hui d'avoir une solution pacifique, une solution négociée, pas une solution qui viendra dans des astres humains. Vous voyez aujourd'hui, quand on parle de la crise des années 90, regarde, les événements se sont déroulés dans les années 90. La chute de Mobutu le Zaïre, le génocide des Tutsis du Rwanda en 94, l'assassinat du président démocratiquement élu au Burundi en 90, en 93, avec tous les massacres intellectuels qui s'en sont suivis. Aujourd'hui, on vit les séquelles. Et c'est Oui, pour les cela que, conséquences sont là, comme vous les le séquelles dites, sont encore je là. Oui. pense qu'on a besoin aujourd'hui d'une solution politique, d'une solution responsable et surtout, comme vous le dites, d'un traitement responsable de cette crise. Parce que dès lors où on a un gouvernement congolais présidé par le président Félix Tshisekedi et qui déclare officiellement, publiquement, qu'il s'active à renverser le régime de Kagame, à aider les Rwandais à se libérer, et le même président multiplie des rencontres avec des figures de l'opposition rwandaise publiquement à Kinshasa, où il les reçoit à tour de rôle et où il affirme qu'il est en train de vouloir les aider à renverser le régime. Est-ce qu'on peut dire ça une ingérence ou bien c'est une attaque frontale directe? Je vous laisse le soin de répondre. Il y a d'un côté le Rwanda, le président Kagame qui soutiendrait le mouvement M23, et d'un autre côté, on voit un président qui affirme et qui déclare qu'il s'active à renverser le régime. Dans la même foulée, on voit un autre président voisin, le Burundais, Evariste Ndayishimiye. Je suis Burundais Christian, qui s'invite dans la même suite des événements à Kinshasa, où il tient les mêmes propos que Tshisekedi. Il déclare, il dit ouvertement que il va aider les Rwandais à chasser le régime en place. Est-ce qu'on peut appeler ça d'ingérence ou bien c'est une attaque frontale? C'est une attaque directe. Je vous laisse aussi le soin d'imaginer. Donc, la situation en face de laquelle on est. En fait, on est en face d'une situation très complexe où les gens doivent y aller très prudemment. Parce que, comme je vous l'ai dit, si on va avec des décisions hâtives pour dire, oh, nous sommes anti-Kagame, il faut qu'il dégage, moi, je vous jure que là, on est dans une grosse erreur et dans une grosse bêtise de l'histoire de l'humanité. Pourquoi je vais insister ça? Parce Oui. que aujourd'hui, on est en face d'une guerre qui est quand même là. Ce n'est plus un conflit latent. On est en face d'une guerre. Une guerre qui peut faire des ravages dans cette région des Grands Lacs. C'est pour cela que je dis il faut que les gens puissent faire des analyses très responsables pour vraiment essayer de Oui, mais dégager à des ce solutions niveau, Bob, responsables. pardon, à ce niveau-là, évidemment, tout à l'heure, nous avons dit, il y a le Conseil de sécurité qui a condamné de manière unanime d'ailleurs le Rwanda, et les sanctions sont tombées, voilà, et nous avons vu, nous rappelons aussi la visite du procureur de la CPI à Kinshasa. Euh, on observe de plus en plus l'implication de la communauté internationale et ça commence à condamner de partout. Moi, je pensais que à ce niveau-là, probablement que cette pression ferait que la tension baisse et que l'on tende vers la résolution de cette crise. Mais dans le même temps, il y a l'ONU également qui s'inquiète du risque d'embrasement. C'est-à-dire, à ce niveau-là, je n'arrive pas à comprendre ce paradoxe. C'est-à-dire, au moment où la communauté internationale, entre griffes, bah, on aime bien appeler ça comme ça, mais après, tout le monde sait de quoi on parle, se réveille pour mettre terme ou fin à cette crise, c'est dans le même temps qu'on nous dit, ben, écoutez, il y a là un grand risque d'embrasement. Quelle analyse faites-vous de ce paradoxe? Bonjour Bob Rugurika.
Bonjour, Monsieur Christian. Merci, vous êtes journaliste d'investigation burundais, directeur de la principale radio privée indépendante de Burundi, la radio publique africaine RPA, docteur honoris causa de l'Université de Namur en Belgique pour votre engagement en matière des droits humains et votre engagement, votre combat bien entendu pour la liberté d'expression et de la presse. Alors, pour remettre nos téléspectateurs, nos chers internautes, dans le contexte de la lutte que vous continuez à mener jusqu'aujourd'hui, voici un reportage sur vous, bien entendu, d'il y a 10 ans. Vous sortiez de prison. Suivez. C'est dans la matinée de ce jeudi 19 février vers 7h45 que Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine, est enfin sorti de la prison de Muramvya, où il était détenu pendant 1 mois. Une grande foule attendait devant la prison pour l'accueillir chaleureusement. Bob Rugurika était agréablement surpris de voir tout un monde venu se réjouir de sa libération. Merci, Bob. Merci. À Muramvya, c'était un avant-goût de la grande surprise lui réservée à Bujumbura. Car dès l'annonce de sa descente, une foule a envahi la gare du Nord. Certains même étaient impatients d'attendre son arrivée, qu'ils ont préféré prendre la route Bujumbura-Bugarama à la rencontre de leur cher journaliste, Bob Rugurika. Une joie extrême poussait les gens à courir, à chanter sans se soucier du soleil accablant. Ils brandissaient des branches et feuilles d'arbres pour manifester leur joie. À 9h, la circulation était presque paralysée. La police routière était dépassée par cette scène incroyable. Vers 10h, le cortège de Bob Rugurika est arrivé à la capitale. Le directeur de la RPA a été accueilli comme un héros. Devant les bureaux de la RPA, tout un monde s'y était mobilisé. Des cris de joie se faisaient entendre de partout. Quand la RPA a annoncé que Bob approchait, les cris de la foule se sont doublés. Toutefois, l'arrivée de Bob s'est faite en toute discrétion. Mais quand la foule s'est rendue compte que c'est Bob qui rentrait, il a entonné l'hymne national du début à la fin. Et Bob Rugurika a pu les saluer du haut du balcon de la RPA. Dans son discours, le directeur de la RPA n'a pas pu cacher ses émotions. Il remercie tous ceux qui l'ont soutenu de près ou de loin. Je dirais merci à tout ce monde qui s'est investi pour soutenir la radio publique africaine, pour soutenir Bob Rugurika, pour soutenir la famille des journalistes ainsi que la famille des organisations de la société civile. Aujourd'hui, c'est une victoire de tout ce peuple conscient, de tout ce peuple conscient. Voilà, c'est ce que je peux dire. Par après, les événements ont pris une autre tournure. La police a voulu disperser la foule en usant de la force. Mais celle-ci a résisté, car elle voulait voir, saluer, toucher, consoler, remercier et soutenir Bob. Voilà, Bob, qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous vous remémorez cette journée où vous disiez... Bon, enfin... effectivement, oui, oui, effectivement, c'est des bons souvenirs, c'est des bons souvenirs, en fait, pour moi, quand je regarde ces images, ça me rappelle le beau vieux temps au Burundi, quand la presse était encore libre et quand les Burundais avaient encore la liberté d'expression, la liberté de la presse. Cela n'est plus le cas, malheureusement, parce qu'il y a effectivement de cela 10 ans, le Burundi est plongé aussi dans une grave crise politico-sécuritaire consécutive à la volonté du parti au pouvoir, à la volonté de faire président
Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat anticonstitutionnel. Malheureusement, cette époque, cet épisode a plongé le Burundi dans une crise dans laquelle d'ailleurs le Burundi peine à sortir. Donc, ça me fait aussi un peu mal parce que ça me rappelle que tous ces gens, après, ils ont subi une répression terrible, une répression sanglante de la part du régime parce que maintenant, il faut sincèrement que je vous dise que le Burundi, c'est devenu une tyrannie parce que, bon, on ne peut plus parler de la dictature. C'est à la fois, donc, comme vous l'entendez, des bons souvenirs pour moi, mais aussi des images qui me montrent que on a perdu une période, on a perdu des acquis démocratiques qu'on peine à retrouver. Et donc, malgré cela, vous n'avez pas baissé les bras, comme qui dirait, vous avez continué à lutter. D'ailleurs, tout à l'heure, je venais donc le rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes docteur honoris causa, évidemment, pour cette lutte que vous continuez à mener. Alors, vous êtes donc en exil en Belgique. Je vous reçois aujourd'hui pour parler de la RDC, notamment de la crise sécuritaire dont les combats se sont intensifiés fin janvier dernier. Vendredi 21 février 2025, le Conseil de sécurité de l'ONU venait enfin je dis bien, de condamner le Rwanda, ce qui était encore inimaginable il y a encore des décennies. Un ministre de Paul Kagame et le porte-parole du mouvement M23 sanctionné par Washington dans la même période ou presque. Alors, quel commentaire vous inspire finalement cette pression qui s'exerce désormais sur Paul Kagame, pour ne pas dire le Rwanda? Effectivement, comme vous le dites, on voit que la communauté internationale, dans son ensemble, elle est dans la dynamique des sanctions, de pression sur le Rwanda, de pression sur le président Paul Kagame. Mais en même temps, on assiste à une sorte de contradiction au sein même de cette communauté internationale parce qu'on l'a vu, il y a eu, je pense d'ailleurs, 3 sessions successives du Conseil de sécurité dans lesquelles on a vu la réticence des membres du Conseil de sécurité de prendre des sanctions. Donc, les sanctions et la condamnation commencent à tomber, mais on l'a vu que c'est Washington qui a donné le ton. Donc, et là, on s'interroge sur vraiment la valeur de ces sanctions, sur l'honnêteté de ces sanctions, parce que on sait aujourd'hui le poids que joue Washington et les États-Unis au sein du Conseil de sécurité, même au sein de cette communauté internationale, et bon, pour moi qui revêt toujours un caractère un peu flou, mais c'est pour vous montrer que ces sanctions, ces condamnations peuvent quelque part, si on l'observe de près, manquer d'objectivité. Et ça, c'est très dangereux pour moi. Donc, on va peut-être en débattre tout au long de cette Oui, mais pendant que vous le dites, évidemment, émission. on peut comprendre que par ces sanctions, il y a quand même un message qui est envoyé, un message fort. Le Rwanda a qualifié mardi de regrettables les mesures de sanctions annoncées par le Royaume-Uni. Les autorités britanniques ont annoncé mardi qu'elles sanctionnaient le Rwanda pour son soutien présumé aux rebelles du M23 qui contrôlent maintenant 2 grandes villes de l'est du Congo. Le gouvernement rwandais, qui ne nie ni confirme son soutien aux rebelles sur le territoire congolais, a déclaré qu'il était déraisonnable d'attendre du Rwanda qu'il compromette sa sécurité nationale et la sécurité des Rwandais. Le Bureau des Affaires étrangères du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni a présenté plusieurs mesures punitives pour le rôle joué par le Rwanda dans ce conflit, notamment la suspension de l'aide financière directe qui n'inclut pas le soutien aux Rwandais les plus pauvres, l'arrêt de la participation de hauts responsables à des événements organisés par le gouvernement rwandais, ainsi que la suspension de la coopération en matière de défense. Le ministère rwandais des Affaires étrangères a déclaré que ces mesures n'aident en rien la République démocratique du Congo et ne contribuent pas non plus à trouver une solution politique durable au conflit dans l'est du pays. Quelques jours plus tôt, le Trésor américain annonçait des sanctions économiques à l'encontre du ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale. Mais évidemment, la question qu'on peut aussi se poser, est-ce que ces sanctions peuvent dissuader le Rwanda ou Paul Kagame? Bon, je peux peut-être répondre par oui et non, parce que ça dépend. Est-ce que ces sanctions sont fondées? Si elles sont fondées, effectivement, elles peuvent persuader le Rwanda ou le président Kagame. Mais si elles ne sont pas fondées,
Ça veut dire que cela reviendrait à dire qu'il y a une grosse erreur d'appréciation de la part de la communauté internationale et dans ce cas, les sanctions ne vont aboutir à rien. Donc, c'est un peu, on est en face de deux situations, de deux scénarios possibles. Donc, il faut voir si ces sanctions sont vraiment fondées ou bien Oui, mais tout lorsqu'on simplement dit de si, sanctions fondées, à quoi vous pensez concrètement? si ces sanctions sont objectives. C'est un peu ça ce que je vais dire. Parce que on voit qu'il y a plusieurs enjeux, à travers les événements à l'est de la RDC. On voit qu'il y a des gros intérêts aussi qui ne sont pas mis en avant, qui ne sont pas mis en valeur, mais en même temps, on sait qu'il y a des raisons profondes dans cette crise. Si vous voulez, il faut voir, aujourd'hui, cette crise oppose principalement le mouvement M23 aux autorités rwandaises, non, non, plutôt aux autorités congolaises, au gouvernement congolais. C'est vrai qu'on parle de la présence des militaires rwandais sur le terrain. Mais en même temps, il y a la présence des militaires burundais sur le terrain, il y a la présence des militaires sud-africains, des militaires de la SADC, il y a la présence des militaires de la MONUSCO. Donc tout ça, je pense que Oui, mais les autres forces que vous citez là, n'est-ce pas, qu'elles interviennent en tant que, en qualité de force de maintien, évidemment, de la paix, comme qui dirait. Euh, je pense elles que ne vous avez sont pas, raison. elles sont pas impliquées dans les combats, mais c'est pour maintenir la paix. Effectivement, mais ça ne concerne pas toutes les armées qui sont présentes sur le sol congolais, parce que je peux être d'accord avec vous si vous parlez par exemple de la SADC. On sait dans quelles circonstances la SADC est présente là-bas. Je peux comprendre quand vous parlez de la MONUSCO, on sait dans quelles circonstances la MONUSCO est présente là-bas. Mais je vais vous le dire, et ça, c'est quelque chose qui doit interroger. Donc, la présence de l'armée burundaise, des militaires burundais, l'objectif de la présence des militaires burundais, est-ce qu'elle est vraiment connue? Parce que jusque-là, on parle qu'il y a des dizaines de milliers de militaires burundais. On dit dans le cadre d'une coopération militaire entre la RDC et le Burundi. Mais là, je tiens à souligner, Monsieur Christian, que il y a plusieurs années, l'armée burundaise a été sur le sol congolais illégalement parce que ça défiait tous les principes, toutes les règles mises en place par l'ONU, le Conseil de sécurité. Alors, je sais par exemple que à plusieurs reprises, l'ONU a demandé officiellement, à travers des correspondances au gouvernement burundais, les raisons de la présence de l'armée burundaise en RDC. Et je sais que le Burundi a toujours nié sa présence. Ça, il faut vraiment bien suivre cet épisode. Et les autorités congolaises, elles étaient chaque fois évasives, elles étaient, je dirais, muettes, elles étaient silencieuses par rapport à cette présence. Donc, vous comprenez que c'est une présence qui interroge. Aujourd'hui, on parle d'une coopération qui aurait été signée il n'y a pas longtemps, on parle de l'année passée, alors que ça fait plusieurs années, moi je peux vous le dire, ce sont même dans les rapports des experts de l'ONU sur la RDC, vous pouvez le voir, les experts ont pendant des années signalé la présence de l'armée burundaise sur le sol congolais sans que le gouvernement congolais puisse l'affirmer ou l'infirmer et sans que le gouvernement burundais puisse l'affirmer aussi ou l'infirmer. Alors, d'ailleurs, le gouvernement burundais a toujours nié sa présence. Vous comprenez que c'est une présence qui interroge aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on parle que l'armée burundaise est sur le sol congolais dans le cadre d'un accord de coopération. On parle de dizaines de milliers de militaires. Donc, on parle de 10 000 aujourd'hui. Je vous jure, monsieur Christian, cette coopération militaire, personne n'est au courant de cet accord. Je suis persuadé que même le Conseil de sécurité n'a pas copie de cet accord. Vous comprenez qu'il y a quand même un grand flou, il y a un aspect
invisible de la présence cette de crise-là. l'armée burundaise sur le sol congolais. Alors, Et Bob, ça, je vous... est-ce que c'est ce qui finalement a fait dire au procureur de la CPI, Karim Khan, d'ailleurs, qui séjourne aussi à Kinshasa, que dans ce combat, un combat, en fait, c'est une situation devenue beaucoup trop complexe parce que beaucoup d'éléments s'y sont mixés, en fait. Il y a trop d'imbrications. Et tout à l'heure, vous êtes en train d'expliquer, par exemple, la présence de l'armée burundaise qui ne s'explique pas. Bon, après, elle est niée par les autorités de Kinshasa. Et il y a d'autres forces aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, hein, la façade, comme qui dirait, la partie émergée de l'iceberg, on voit bien le M23, bon voilà, soutenu par le Rwanda selon l'ONU, bien sûr, et de l'autre côté, les FARDC. Mais derrière, on a l'impression qu'il y a bien d'autres forces qui interviennent, mais qu'on n'arrive peut-être pas à identifier les vraies raisons de leur implication dans cette crise. Et est-ce que ça veut dire que malgré tout ce qui se fait, et je vous ai posé cette question au début, malgré tout cela, la situation demeure encore très complexe et difficile, une crise difficile à résoudre malgré les pressions. Christian, vous le dites très bien, parce que il faut être d'accord de la complexité de cette crise à l'est de la RDC. C'est quand même une crise qui dure depuis 30 ans, depuis le génocide des Tutsis du Rwanda. Alors, c'est les années 90, on assiste à cette crise qui perdure, qui ne trouve pas de solution. Il y a eu plusieurs résolutions du Conseil de sécurité, il y a eu plusieurs résolutions de l'ONU, on n'a rien vu de résultat. On voit toujours des centaines de groupes armés qui pullulent dans cette région de l'Est de la RDC. Et tout ça, je pense que il faut essayer de chercher les raisons profondes de cette situation. Et c'est pour cela que je dis que la guerre qui se vit aujourd'hui à l'Est de la RDC, elle est très complexe. Ça ne se résume pas seulement en cette guerre aujourd'hui, en ces affrontements auxquels on assiste entre le mouvement M23 et le régime de Kinshasa. Donc, on a parlé tout à l'heure des centaines de milliers, des centaines de groupes armés. On parle principalement du mouvement, du groupe génocidaire, le FDLR, qui sont là depuis plus de 30 ans. Il y a le Rwanda, le président Paul Kagame, qui n'a cessé de réclamer à ce que ce groupe soit démantelé, à ce que ce groupe soit neutralisé. Alors, on parle de la présence presque officielle des FDLR aujourd'hui au sein des militaires de l'armée congolaise, donc des FARDC. Je sais, on parle de la collaboration entre les FDLR et l'armée burundaise. On parle, vous êtes d'accord avec moi, d'une centaine de groupes armés. Donc, vous comprenez qu'il y a une situation complexe. Alors, c'est pour vous dire effectivement, comme vous le dites, moi, je pense que dans ce qui se passe aujourd'hui, il y a la face qu'on voit, mais il y a une autre face qu'on ne voit pas. Il y a une autre face qu'on ne voit pas. Effectivement, c'est cette face qu'on ne voit pas qu'il faut aller chercher. Pour moi, la face qu'on ne voit pas. C'est pourquoi, pendant 30 ans, le gouvernement congolais, les FARDC, l'armée congolaise, la MONUSCO, qui a des dizaines de milliers de militaires, d'hommes armés, donc d'éléments sur le sol de la RDC. Pourquoi ils ont été incapables? Pourquoi ça a été impossible de neutraliser les FDLR? Parce que le Rwanda argumente toujours en disant que c'est la principale menace. Elle est sur les portes des frontières du Rwanda. Donc, aujourd'hui, je venais de vous Oui, mais dire lorsque le Rwanda parle de FDLR, n'est-ce pas là aussi un prétexte et que nous savons désormais, et plus personne n'est dupe là-dessus, derrière le Rwanda, ce sont des forces, j'allais dire, c'est un peu l'Occident. Et donc, le Rwanda tente de trouver des artifices pour maintenir évidemment sa présence euh, que parfois il tente de nier pour dire ces troupes ne sont pas présentes disons en RDC et dans le même temps on apprend qu'il y a des corps qu'on rapatrie vers le Rwanda pour être enterrés, tout ça aussi bon comme qui dirait généralement dans de telles situations la vérité est la première victime en fait. Est-ce que ce ne sont pas des artifices que le Rwanda utilise pour continuer, évidemment, à se maintenir sur le territoire congolais? Christian, ce n'est pas du tout ma lecture, c'est pas pour vous décevoir, mais
pour moi personnellement, quand il y a un gouvernement, quand il y a une autorité, un président, un dirigeant africain qui dit éloigne-moi cette menace, les FDLR. Pour moi, les FDLR, c'est une menace. Éloigne-moi ça. Donc, neutralise ça. Il le dit dans tous les sommets, dans toutes les réunions, dans toutes les sorties médiatiques qu'il fait, on le voit. Et je me pose la question aujourd'hui, pourquoi les autorités congolaises n'ont pas répondu à cet appel? C'est ça. Parce que moi, je vais pas dire c'est ça, c'est un prétexte pour le président rwandais. Non, moi, je me pose la question, pourquoi cette menace que lui, il pointe du doigt? Pourquoi la MONUSCO, l'ONU, pourquoi les autorités congolaises ne parviennent pas à supprimer cette menace? Parce qu'il faut être d'accord avec moi. Quand il dit c'est une menace, ils sont sur la porte des frontières rwandaises. Mais comprenez que tout ce qu'il faut faire pour éviter effectivement ce prétexte dont les gens disent, évoquent, il faut enlever cette menace. Alors, ça n'a jamais été enlevé. Donc, c'est ça, moi, le problème aujourd'hui. Parce que quand je vois les gens qui disent oh, c'est un prétexte qu'il a toujours brandi. On sait que les FDLR n'ont jamais constitué une menace contre le Rwanda. Je trouve ça comme des déclarations simplistes. C'est pour moi-même un peu irresponsable de dire ça parce que ce qui aurait été responsable, c'est effectivement de lui éviter cette menace, de lui éloigner cette menace, de neutraliser cette menace et de voir après son argument. C'est un peu ça pour moi, ma position. Oui, mais vous pouvez avoir raison, mais sauf qu'après, il faut qu'on se pose quand même la question de savoir, la MONUSCO est en RDC depuis des décennies, ça fait plus de 20 ans. Pourquoi est-ce que cette force onusienne n'arrive-t-elle pas, évidemment, à assurer cette sécurité ou, j'allais dire, de neutraliser aussi cette menace? C'est vrai, autant on dira qu'il a raison, parce que de toute façon, on n'assure pas sa propre sécurité au détriment des voisins, parce que quand c'est comme ça, si vous constituez une menace pour le voisin a le droit aussi de réagir. Et on a vu ce qui se passe, par exemple, entre l'Ukraine et la Russie. Mais comment expliquer que depuis des décennies, que cette crise ne soit pas résolue? À un moment donné, on a même entendu dire l'ONU que les forces, disons, en présence sur le territoire de la RDC, c'est-à-dire à l'est de la RDC, étaient beaucoup plus armées que la MONUSCO. Terrible, c'est ça, c'est ça. Effectivement. Et là, vous rejoignez ma préoccupation parce que c'est là où je dis, cela pour moi constitue la face cachée de cette crise. Pourquoi l'ONU, la MONUSCO, avec son budget d'un milliard de dollars par an, un budget plus que des budgets des États, de certains États africains. Pourquoi la MONUSCO n'a pas été en mesure d'éradiquer cette menace contre le régime de Kigali? C'est ça la question. Pourquoi les autorités congolaises n'ont pas mis des efforts, n'ont pas mis l'accent sur le démantèlement de cette milice FDLR qui est restée là? Oui, mais apparemment, pardon Bob, apparemment ça rejoint un peu ce qui s'est passé au Mali. Je m'explique. Le Mali a accusé à un moment donné la France d'entretenir, évidemment, de fournir des renseignements, les armes, donc le matériel aux terroristes. Vous savez que depuis un moment donné, on a parlé du djihadisme, des terroristes au niveau du Sahel, d'accord? Mais plus loin, après, on se rendra compte que ces terroristes étaient évidemment alimentés par les mêmes qui avaient envoyé leurs troupes au sol, au Mali, pour combattre ces terroristes. Et moi, je me dis, c'est le même cas que vit la RDC, en fait. Le même Conseil de sécurité ou l'ONU, pour ne pas citer tout le monde, nous savons, et ça c'est Charles Onana qui le dit, que ce qui se passe en RDC, le début, c'est, voilà, en fait, c'est Bill Clinton qui avait voulu chasser la France dans la zone, voilà, parce que, estimons que la France était tellement trop engraisser des matières premières et que le moment était venu pour que les États-Unis également commencent à en profiter. Et donc, c'est parti de là. Alors, moi, je me dis, puisque ce sont ces mêmes puissances qui contrôlent l'ONU, qui contrôlent ces forces onusiennes, et donc, sur le terrain, ils peuvent jouer le même jeu parce qu'ils passent par le Rwanda pour dire comment expliquer que l'Union européenne, par exemple, qui a besoin des matières premières stratégiques, puisse passer par le Rwanda, sachant que le Rwanda n'en a pas dans son sous-sol.
Elle est consciente que le Rwanda ira piller quelque part. Et en pillant, ça va créer évidemment tout ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Voilà pourquoi moi je me dis, est-ce que ce n'est pas un petit jeu que joue bien sûr cette communauté internationale, j'allais dire l'ONU, parce que qui dit l'ONU dit les États-Unis, qui dit l'ONU dit la France, voilà, toutes ces puissances autour qui jouent ce jeu. Voilà pourquoi Bon, moi je parlais des prétextes en fait, qui ne se justifient pas. bon, bon, d'abord, je suis sceptique et je suis réticent par rapport, et par exemple, aux expressions de piller, de pillage, oui, on sait, tout le monde le sait que le Congo, c'est un vaste réservoir de minerais, tout le monde le sait, par rapport au Rwanda. Mais le Rwanda, quand il passe des accords avec des institutions comme l'Union européenne, moi, je ne suis pas, je ne sais pas, je n'ai pas encore lu cet accord, je ne suis pas informé sur les dispositions de cet accord, mais je ne pense pas que l'Union européenne puisse passer un accord avec le Rwanda sur l'échange et le commerce des matières premières avec des matières premières pillées au Congo. Je ne pense pas que ça soit... Bon, tout ce qu'on a vu, le Rwanda a construit des raffineries à Kigali, effectivement pour... Raffinerie des coltans, alors que le Rwanda n'a pas de coltan chez lui. Bon, ça peut être... Ce que je suis en train d'évoquer, pardon, ce que je suis en train d'évoquer a été, je crois, dénoncé même au Parlement européen. Il y a des députés qui sont montés au créneau et qui reviennent là-dessus, qui dénoncent leurs propres collègues, le Parlement, pour dire, mais ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas signer de tels accords avec un pays comme le Rwanda, où tout le monde sait que le Rwanda n'a pas ces matières. Ça se dit au Parlement européen. Et personne n'a contesté ça. Bon, je ne voudrais pas bien sûr m'attarder sur cet aspect des matières premières qui sont disponibles en RDC, qui ne sont pas disponibles au Rwanda, parce que bon, il y a des Rwandais qui disent, et les Rwandais disent qu'ils ont aussi des matières, qu'ils ont des minéraux qu'ils exploitent, mais ils peuvent avoir aussi, ça je ne sais pas, c'est pour cela que je ne voudrais pas un peu polémiquer sur ça, ils peuvent avoir aussi des ressources, par exemple, avec, des gens qui viennent vendre pour donc dans les raffineries, je ne sais pas. Donc là, c'est parce que je ne veux pas qu'on débatte sur un peu cet accord avec l'Union européenne parce qu'on n'en a pas même la copie pour savoir c'est quoi le contenu de cet accord. Alors, mais pour revenir sur la question, effectivement, quand vous disiez que il y a un aspect invisible de cette crise. Effectivement, moi, je fais référence même à la crise des années 90. Parce que quand j'essaie un peu de dire aux gens, allez doucement, faites attention, n'allez pas avec des déclarations simplistes, hâtives. C'est parce que moi, je suis parmi les victimes du drame que vit cette région depuis plus de 30 ans. En 1993, il y a eu assassinat d'un président démocratiquement élu dans mon pays, au Burundi. Après son assassinat, il y a eu des massacres, des centaines de milliers de populations civiles, des Tutsis et des Hutus de l'opposition ont été massacrés. Les enquêteurs de l'ONU ont qualifié ces actes de génocide. 6 mois après, ça veut dire les événements au Burundi, ça se passe en octobre 93. 6 mois après, ça veut dire en avril 94, il y a l'avion présidentiel du président rwandais Juvenal Habyarimana qui est abattu et on assiste à un génocide contre les Tutsis du Rwanda. Plus d'1 million de vies ont péri. Et dans la suite même de ces événements, on voit que en moins d'une année, c'est le Zaïre qui est enflammé. Donc, moi, aujourd'hui, je suis très prudent et je crains le même scénario si les gens continuent de faire des lectures trop simplistes en disant, oh, ceci et cela. C'est là où je dis, voyons les choses clairement en face de nous. On voit des choses. On voit un mouvement qui revendique quand même, qui fait des revendications. Le M23, c'est pas un mouvement rwandais, n'est-ce pas, Christian? C'est pas un mouvement rwandais, c'est un mouvement... Oui, mais mouvement... l'ONU dit ce mouvement est soutenu par le Rwanda. Et ça a probablement été prouvé. C'est dû. Ça, je ne veux pas. Ça, je ne veux pas du tout. Je ne peux même pas démentir les rapports de l'ONU parce qu'ils ont fait des enquêtes, ils ont des éléments sur lesquels ils se basent pour faire de telles clarifications. Mais au début, oui,
quand on dit c'est un mouvement congolais, moi, ce que je veux que les gens puissent clarifier. Et d'abord, le M23, est-ce un mouvement congolais ou un mouvement rwandais? Alors, si c'est un mouvement congolais, qu'on se met d'accord que c'est un mouvement congolais qui fait des revendications. Et dans ce cas, qui est le responsable pour gérer les revendications de ce mouvement? Ce sont les autorités congolaises. Oui, s'ils sont soutenus par le Rwanda ou l'Ouganda ou le Burundi, ça c'est un autre aspect. On est au deuxième degré du Oui, problème. mais il y a une forme, peut-être pas une forme, c'est une ingérence, il faut le dire comme ça. Il y a une ingérence d'une puissance extérieure, si on peut qualifier le Rwanda d'une puissance, c'est une ingérence dans les affaires intérieures de la RDC. Et ça pose problème. N'importe quel pays n'acceptera jamais ça. Je ne dis pas non, Christian, mais là, c'est aussi, on peut vraiment questionner ça, parce que dès lors où on a un gouvernement congolais, présidé par le président Félix Tshisekedi, et qui déclare officiellement, publiquement, qu'il s'active à renverser le régime de Kagame, à aider les Rwandais à se libérer, et le même président multiplie des rencontres avec des figures de l'opposition rwandaise publiquement à Kinshasa, où il les reçoit à tour de rôle et où il affirme qu'il est en train de vouloir les aider à renverser le régime. Est-ce qu'on peut dire ça une ingérence ou bien c'est une attaque frontale directe? Je vous laisse le soin de répondre. Il y a d'un côté le Rwanda, le président Kagame qui soutiendrait le mouvement M23, et d'un autre côté, on voit un président qui affirme et qui déclare qu'il s'active à renverser le régime. Dans la même foulée, on voit un autre président voisin, le Burundais, Evariste Ndayishimiye. Je suis Burundais, Christian, qui s'invite dans la même suite des événements à Kinshasa, où il tient les mêmes propos que Tshisekedi. Il déclare, il dit ouvertement qu'il va aider les Rwandais à chasser le régime en place. Est-ce qu'on peut appeler ça d'ingérence ou bien c'est une attaque frontale? C'est une attaque directe. Je vous laisse aussi le soin d'imaginer. Donc, la situation en face de laquelle on est. En fait, on est en face d'une situation très complexe où les gens doivent y aller très prudemment. Parce que, comme je vous l'ai dit, si on va avec des décisions hâtives pour dire, oh, nous sommes anti-Kagame, il faut qu'il dégage. Moi, je vous jure que là, on est dans une grosse erreur et dans une grosse bêtise de l'histoire de l'humanité. Pourquoi je vais insister ça? Oui. Parce que aujourd'hui, on est en face d'une guerre qui est quand même là. Ce n'est plus un conflit latent. On est en face d'une guerre. Une guerre qui peut faire des ravages dans cette région des Grands Lacs. C'est pour cela que je dis, il faut que les gens puissent faire des analyses très responsables pour vraiment essayer de dégager à des ce solutions niveau, Bob, responsables. pardon, à ce niveau-là, évidemment, tout à l'heure, nous avons dit, il y a le Conseil de sécurité qui a condamné de manière unanime d'ailleurs le Rwanda, et les sanctions sont tombées, voilà, et nous avons vu, nous rappelons aussi la visite du procureur de la CPI à Kinshasa. On observe de plus en plus l'implication de la communauté internationale et ça commence à condamner de partout. Moi, je pensais que à ce niveau-là, probablement que cette pression ferait que la tension baisse et que l'on tende vers la résolution de cette crise. Mais dans le même temps, il y a l'ONU également qui s'inquiète du risque d'embrasement. C'est-à-dire, à ce niveau-là, je n'arrive pas à comprendre ce paradoxe. C'est-à-dire, au moment où la communauté internationale, entre griffes, on aime bien appeler ça comme ça, mais après, tout le monde sait de quoi on parle, se réveille pour mettre terme ou fin à cette crise, c'est dans le même temps qu'on nous dit, écoutez, il y a là un grand risque d'embrasement. Quelle analyse faites-vous de ce paradoxe? Mais c'est ça, c'est ça. En fait, tout cela montre la complexité, effectivement, de cette crise. Donc, cette crise n'est pas le fruit de la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Cette crise n'est pas le fruit de l'animosité du président Tshisekedi envers son homologue rwandais.
cette crise n'est pas le fruit de la présence des militaires burundais sur le sol congolais en train de combattre le M23. Est-ce que c'est vraiment dans les missions de l'armée burundaise d'aller combattre le M23? Puisque le M23, c'est un mouvement congolais qui a des revendications. Moi, je pense que le Burundi, tout comme les autres pays, États, devrait être là au Congo pour trouver une solution politique et pacifique. Parce qu'on a vu, et tout le monde aujourd'hui est en train d'en parler, il n'y a pas de solution militaire au Congo. Même ceux qui font recours aux sanctions, ils le disent, il suffit de voir dans toutes les déclarations, que ce soit la Belgique, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit même les États-Unis, ils disent qu'il n'y a pas de solution militaire. Alors pourquoi ne pas favoriser la solution politique ou diplomatique? Puisque on voit aujourd'hui que quand même les recours à des solutions politiques, diplomatiques, le recours à un dialogue politique sont toujours possibles. C'est pour cela que moi, je ne suis pas fan aujourd'hui des dynamiques des sanctions parce que cela risque d'amener les partis à la radicalisation, en fait. Vous allez le voir, par exemple, quand vous avez dit hier, on a vu avec le rassemblement du M23, des autorités de l'AS il y a eu deux M23, explosions. on a vu des bombardements, on commence à voir des explosifs. Cela montre que on s'achemine vers la radicalisation des acteurs au conflit. Et ça, c'est pour moi une étape extrêmement qu'il faut éviter. Donc, alors, oui, mais l'approche politique que vous proposez, dont vous parlez, elle consistera en quoi concrètement? Mais pour moi, il faut que on soit lucide devant ce problème. Alors, il y a un mouvement aujourd'hui qui est quand même devenu, pas moindre, aujourd'hui, un mouvement qui contrôle des régions, un mouvement qui est dirigé par des Congolais. On est tous d'accord que c'est un mouvement congolais. Qu'il soit soutenu ou pas par le Rwanda, c'est un mouvement congolais. Alors, pour moi, c'est aux autorités congolaises d'abord de gérer cette crise. C'est aux autorités congolaises de décider s'il faut gérer cette crise de façon pacifique ou de façon militaire. Alors, on est en train de voir que sur le plan militaire, les autorités congolaises quand même peinent à gérer cette crise. Alors, ils sont en train de faire recours à des pays voisins comme le Burundi. Le président burundais qui n'est intéressé que par l'argent qu'il reçoit du Tshisekedi, est-ce qu'il y va dans l'intérêt de la nation, de la région? Est-ce qu'il y va dans l'intérêt des autorités congolaises ou bien du Congo? Je ne pense pas. C'est pour cela que moi, je pense que il faut que les gens puissent se situer toujours dans la dynamique des processus de Luanda et de Nairobi. On voit que la SADC et l'EAC viennent de mettre en place ces trois quand même médiateurs qui ne sont pas des moindres. C'est des anciens chefs d'État, c'est des personnalités aux crédibilités internationales. Moi, je pense qu'il faut donner la chance à ces deux processus parce que même le président Tshisekedi, il est tout à fait d'accord d'intégrer le M23 quand il dit que c'est un mouvement congolais, mais il le renvoie dans le cadre du processus de Nairobi, tout comme les autres mouvements rebelles congolais. Mais est-ce que les autres mouvements rebelles congolais, est-ce que vraiment aujourd'hui ils ont la même importance que le M23? Et là, je me dis, c'est la responsabilité qui interroge. C'est la responsabilité des autorités congolaises de distinguer les Maï-Maï et quand même l'AFC M23. C'est ça. Alors, tout à l'heure, vous parlez donc, vous avez rappelé le processus de Luanda et de Nairobi, en faisant bien sûr allusion aux négociations, le règlement pacifique de la crise, mais on sait bien qu'il y a bien longtemps que les deux parties, souvent, s'asseyent pour tenter de trouver des solutions, mais ça n'a jamais marché. Est-ce qu'on peut parler ici des acteurs en présence ou peut-être parce que c'est des politiques qui finalement tentent de résoudre un problème qui les dépasse et qu'ils doivent désormais pourquoi pas associer d'autres j'allais dire d'autres entités de la société. Je parle ici des religieux, pourquoi pas des journalistes, pourquoi pas des voilà de la société. Très important ce que vous dites parce que moi, ce que je déplore plus dans cette crise, c'est l'absence des Africains.
c'est l'absence des Africains, en fait. Comme vous l'avez dit, il y a eu deux processus. Celui de Luanda, qui consistait, en gros, si vous voulez, au rapprochement des deux pays, notamment la RDC et le Rwanda. Alors, le processus de Nairobi qui consistait en grande partie au dialogue avec les mouvements armés, tous ces centaines de mouvements armés qu'on observe au Congo, y compris le M23. Vous vous rappelez que au début, le gouvernement congolais ne voulait même pas que le M23 soit intégré dans le processus de Nairobi parce qu'il disait que ce n'est pas un mouvement armé rebelle, c'est un mouvement terroriste. Parce qu'ils s'entêtent quand même à le qualifier de mouvement terroriste. On sait la stratégie derrière cette qualification. Ce n'est pas une stratégie payante, ça je vous le jure. Alors, aujourd'hui quand même, je vois quand même une sorte d'un peu de relâchement de la part des autorités congolaises qui reconnaissent quand même le M23 comme un mouvement congolais qui doit intégrer le processus de Nairobi. Alors, aujourd'hui, reste à savoir effectivement si les deux processus vont continuer de bon trait, surtout dans ce contexte des sanctions internationales. C'est là où moi je me pose la question. Est-ce que les sanctions ne devraient pas attendre pour donner la chance encore aux deux processus? Parce que si les sanctions s'acheminent, s'accumulent, si on voit le gouvernement congolais quand même aujourd'hui qui se sent un peu regaillardi par rapport aux sanctions contre le Rwanda, le gouvernement congolais, ça peut amener le gouvernement congolais à prendre du recul par rapport aux deux processus. Et là, ce sera quand même un échec. Ce sera un échec. Donc, c'est pour cela que moi, je pensais que maintenant qu'on a, malgré la démission du président angolais, et moi, je trouve que la démission, pourquoi les gens ne s'interrogent pas sur les raisons de la démission du président angolais? Moi, je pense, je n'ai pas parlé avec lui, mais je pense que c'est parce qu'il a compris la complexité de cette crise, cette complexité qui semble échapper aux acteurs internationaux. Et c'est là où je dis que, comme vous le dites, il faut qu'il y ait plus que jamais la présence des Africains, la présence des Congolais dans cette résolution de la crise. J'ai vu, par exemple, l'Église catholique au Congo, et je pense d'ailleurs avec les églises protestantes, elles sont en train de s'impliquer davantage dans la recherche d'une solution pacifique. Mais en même temps, on voit que c'est comme si ça crée un conflit entre les deux églises et le gouvernement congolais. Évidemment, elles sont accusées de, voilà, un peu de complicité avec, disons, le M23 ou parce que le Rwanda. Bon, c'est ce que j'ai lu sur la toile. Et je me posais la question, comment finalement ceux-là qui accusent en fait l'initiative des religieux d'être l'initiative voilà qui en fait a pour objectif de servir l'autre partie et comment entend-il régler cette crise lorsqu'on sait que en réalité je l'ai dit tout à l'heure les politiques ont échoué parce qu'il y a eu tous ces processus, on a rappelé Luanda, on a rappelé Nairobi et voilà pourquoi je disais est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse évidemment intéresser ou prendre en compte aussi les autres entités. Il y a la société civile, il y a les religieux, il y a tout ce monde-là qui pourrait s'impliquer évidemment dans la résolution de cette crise. Peut-être qu'à ce moment-là, ça pourrait marcher. C'est vrai qu'on voit une sorte d'entêtement, on voit une sorte de bras de fer qui s'installe toujours entre les leaders du M23 et les autorités congolaises. Mais je pense que la suite des événements peut amener les deux parties à la raison. Je suis toujours optimiste qu'il peut y avoir une issue politique et donc qui sera le fruit des acteurs politiques. Alors, par rapport effectivement à l'implication d'autres acteurs, notamment la société civile congolaise, la société civile africaine, les religions. Alors, vous comprenez vous-même avec moi que c'est quand même aberrant de vouloir accuser l'Église catholique congolaise, l'Église protestante de l'échange ou de complicité avec le M23. Je pense quand même qu'il faut quand même à un certain moment réfléchir. Alors, c'est là où je dis que la presse congolaise,
la société civile congolaise doit prendre aussi cette affaire en main, doit prendre les responsabilités en main. Parce que, effectivement, comme vous dites, si les gens se laissent embarquer dans ce courant anti-Rwanda, anti-Kagame, ce ne sera pas la recherche d'une véritable solution. C'est ça. Il faut que les gens puissent interroger les vraies raisons de cette crise, comme je vous l'ai dit. Parce que si les gens gèrent ça à la légère, sans doute que cette crise va laisser des séquelles terribles dans cette région et malheureusement, ça peut même aller au-delà même de la région. C'est ça ma peur aujourd'hui, moi. Donc, comme vous le dites, moi, je pense que, attendons voir, avec les trois médiateurs qui viennent d'être mis en place, attendons voir ce qu'ils vont faire. Mais moi, ce qui m'ont fait peur et ce que je décourage, c'est cette dynamique des sanctions et des pressions qui semble très bien coordonnée contre un acteur désigné, notamment le Rwanda. Oui, le Rwanda peut jouer un rôle dans cette crise en soutenant par exemple le M23. Mais pour moi, le Rwanda devrait être maintenu par la communauté internationale comme un des acteurs clés de la paix régionale dans cette région, en fait. Alors, si les gens peuvent exploiter probablement l'influence que le Rwanda ou bien que le président Kagame peut avoir sur les responsables de M23 pour amener ces gens à une solution politique, à une solution pacifique. C'est ça. Parce que pour moi, à défaut de ça, si les gens se lancent toujours dans cette démarche de sanctions, de pression, d'isolement, de diabolisation, je vous jure, là, on ne sera pas en train de chercher une solution. Par contre, on sera en train d'œuvrer vraiment contre les intérêts de la région. Voilà, alors Bob, nous sommes presque à la fin du temps qui nous a été finalement imparti. Alors pour terminer, quelle analyse faites-vous de la suite de cette crise et bien sûr par rapport aux forces en présence, mais aussi face à ce que j'appellerais les nouveaux enjeux géostratégiques et géopolitiques? Bon, les enjeux géopolitiques ou géostratégiques, je vous jure. Bien entendu, de la situation. Oui. C'est multiple, c'est multiforme, c'est des fois non visible. Mais pour parler des faits qui sont là aujourd'hui, il y a un mouvement qui a fait des avancées terribles sur le sol congolais dans le cadre des affrontements auxquels on observe. Alors, je pense que ces gens deviennent, qu'on le veuille ou pas, des interlocuteurs incontournables dans la recherche d'une paix ou bien d'une solution politique ou pacifique dans cette région. Alors, il y a la présence de certains pays. Moi, je suis burundais, comme je vous le dis. Le Burundi aujourd'hui, le président burundais, Evariste Ndayishimiye, mais il joue un rôle troublant, un rôle flou dans cette région. Alors, il faut que les gens s'interrogent. Il a dit devant les diplomates récemment qu'il sait que le M23 va progresser jusqu'aux frontières burundo-congolaises et qu'à ce moment, la guerre sera régionalisée. Aujourd'hui, les gens devraient s'interroger sur le vrai message du président burundais. Effectivement, c'est ce que je crains, Christian. Parce qu'aujourd'hui, on voit par exemple une pression diplomatique ou militaire qui plane, qui s'abat sur le M23 ou bien même de ses soutiens. Et on se demande si ça continue comme ça, si ça les amène à la radicalisation, ça veut dire qu'ils vont vouloir se défendre. Alors, aujourd'hui, ils sont en train de sortir des communiqués, par exemple, les gens du M23, j'ai vu, qu'ils ne peuvent pas rester les bras croisés par rapport aux multiples attaques qu'ils reçoivent de la part des militaires burundais ou des militaires congolais. Cela dit ce que ça veut dire. Alors, demain, ils peuvent progresser. Alors, le président burundais, il a dit que cette guerre sera régionale à ce moment. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Peut-être ils sont en train de comploter, de planifier des attaques contre le Rwanda. Imaginez dans cette option, dans ce scénario, quelle va être l'attitude du Rwanda? Le président burundais a dit que les populations, il implique les populations. On sait que dans cette région, il y a un génocide qui plane toujours sur la région, que ce soit au Burundi, que ce soit à l'est de la RDC. Aujourd'hui, on est en face effectivement de tous ces scénarios. Et pour moi, c'est tous ces scénarios qu'il faut éviter. Alors, donc, on est en face d'une situation
très volatile, très vulnérable, où les acteurs, qu'ils soient internationaux ou locaux, doivent être prudents dans leurs décisions, dans leurs démarches. Et c'est pour cela que moi, je pense que l'heure est à la... Donc, c'est vraiment à la prudence. L'heure est à la retenue. Il faut que tous les acteurs puissent comprendre qu'il faut privilégier le chemin du dialogue, le chemin d'une recherche d'une solution pacifique et politique. C'est ça qui va éviter l'embrasement effectivement régional. Sinon, à défaut de ça, on va vraiment assister à un embrasement régional comme le représentant d'ailleurs du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs l'a dit devant le Conseil de sécurité ce 19 février. C'est ça, c'est le scénario qui me fait peur. Sinon, je pense que la société civile africaine, les médias africains, il faut qu'ils prennent les responsabilités dans le traitement de l'information sur les événements. Parce que les médias peuvent enflammer la situation, tout comme ils peuvent appeler au calme. Merci Voilà. Bob Rugurika d'avoir été avec nous sur R7. Grand merci d'avoir disposé tout ce temps pour évidemment nous partager votre analyse sur la situation en RDC, la crise sécuritaire. C'est vrai que d'un côté, on semble voir que les choses sembleraient avancer, mais finalement, on se rend bien compte que les causes demeurent parce que finalement, comme qui dirait, le mal, il faut l'éradiquer, il faut le traiter depuis, bien sûr, ses racines, donc les causes. Mais là, on a l'impression que les causes demeurent encore. Mais on reviendra donc sur la situation, on va essayer de suivre comment va évoluer la situation dans l'espoir qu'on ira aussi vers finalement la résolution de la crise, mais sinon, comme vous l'avez dit, alors si le pire est arrivé, c'est bien dommage. Et là, vous avez interpellé d'ailleurs l'implication des Africains eux-mêmes, d'ailleurs, les Africains. Donc Oui, oui. voilà, là, pourquoi pas, les religieux, comme je l'ai dit, la société civile, les journalistes, surtout les journalistes, devraient jouer un grand rôle pour essayer Absolument. de proposer des solutions. Absolument. De toutes les façons, merci beaucoup aussi, Christian, pour cet échange, pour votre invitation. Et je pense qu'il est dans l'intérêt de nous, les Africains, en fait. Il est dans l'intérêt des peuples de la région des Grands Lacs. Il est dans l'intérêt du peuple congolais aujourd'hui d'avoir une solution pacifique, une solution négociée, pas une solution qui viendra dans des astres humains. Vous voyez aujourd'hui, quand on parle de la crise des années 90, regarde, les événements se sont déroulés dans les années 90. La chute de Mobutu le Zaïre, le génocide des Tutsis du Rwanda en 94, l'assassinat du président démocratiquement élu au Burundi en 90, en 93, avec tous les massacres intellectuels qui s'en sont suivis. Aujourd'hui, on vit les séquelles. Et c'est Oui, pour les cela que, conséquences sont là, comme vous les le séquelles dites, sont encore je là. pense qu'on a besoin aujourd'hui d'une solution politique, d'une solution responsable et surtout, comme vous le dites, d'un traitement responsable de cette crise. Merci beaucoup. Et moi, j'ose espérer que, au fur et à mesure, les gens vont comprendre qu'il faut privilégier la voie du dialogue, la voie des négociations. Sinon, les contraintes militaires ne vont pas payer. Oui, ça ne va pas payer parce que ça sera en fait une façon de favoriser, comme qui dirait, le complexe militaro-occidental, s'il faut appeler ça comme ça, parce que c'est eux qui en bénéficieront, mais les Africains continueront donc à payer le prix cher de cette C'est crise. ça. Voilà Et c'est pourquoi ça les qu'il faut Africains doivent éviter. s'impliquer naturellement. Oui, Merci oui. et donc on se dit à très bientôt. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Et comme d'habitude, cliquez sur le petit pouce en l'air, des petits gestes qui comptent pour nous. Vous nous aiderez évidemment à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez, vous aussi, de cette crise. Parce que nous avons dit, les Africains doivent s'impliquer pour la résolution de cette crise. Merci et à très bientôt.